Bonjour à tous, je m'appelle Jack. Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire tragique. Le 20 décembre 2017, une conférence de presse a eu lieu. Mark Perez, agent spécial à la tête du département d'enquête de Floride, a annoncé une avancée majeure concernant Mike Williams, un expert immobilier de Tallahassee. Mike avait été présumé noyé alors qu'il chassait le canard sur le lac Seol, le 16 décembre 2000. On pensait qu'il avait été attaqué par des alligators. Mais aujourd'hui, je peux vous dire ce qui lui est réellement arrivé, a déclaré Perez. Mike Williams ne s'est pas noyé, il n'a pas été dévoré par des alligators, il n'a pas quitté la ville en abandonnant sa femme et sa fille de 18 mois. Il a été assassiné. Pour le moment, les détails ne peuvent pas être divulgués, mais les enquêteurs ont informé la famille Williams des récentes découvertes. Cette histoire parle non seulement d'amour, de trahison, d'infidélité et de cupidité, mais aussi de la résilience d'une mère. Pendant plus de 17 ans, Cheryl Williams, la mère de Mike, a refusé de croire que son fils s'était noyé. Elle a insisté pour que la police poursuive l'enquête sur sa disparition. Elle était convaincue que les coupables seraient punis, même quand personne d'autre n'y croyait. Je m'appelle Elias Moncler. Vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. J'avais deux choix, croire qu'il était vivant ou qu'il était mort. J'ai choisi de croire qu'il était vivant, et je pense que c'est cela qui m'a aidée, a-t-elle confié. Le 20 décembre 2017, beaucoup la prenaient pour folle, mais si elle avait abandonné, on n'aurait jamais retrouvé Mike. La veille de la conférence, Brian Winchester, un ami proche de Mike et de sa femme Denise, qui a ensuite épousé Brian, a été condamné à 20 ans de prison. La mère de Mike avait raison. La justice a frappé les responsables qui, ironiquement, ont aussi été à l'origine de la vérité. L'affaire remonte à l'an 2000. La liaison entre Brian et Denise, commencée en 1997, a conduit à un meurtre. Des années plus tard, ces anciens amants sont devenus des étrangers méfiants l'un envers l'autre. Brian craignait que Denise, après leur divorce, ne révèle à la police ce qui était arrivé à Mike. Il a alors agressé Denise. De son côté, Denise a tout fait pour obtenir une peine maximale. Elle a convaincu le jury de condamner Brian au plus lourd des peines. Ses efforts ont poussé Brian à négocier avec le procureur. Il a finalement été condamné à 20 ans en 2017 pour l'enlèvement de Denise Williams, évitant ainsi une peine à perpétuité. Denise célébrait cette victoire, sans savoir que cette condamnation faisait partie d'un accord. Brian Winchester, alors âgé de 49 ans, a admis avoir planifié le meurtre et avoir dissimulé la vérité pendant 17 ans. En échange, il a bénéficié d'une immunité contre toute poursuite pour son rôle dans cette affaire. Il a conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Mike et a livré une confession complète et sincère. Quelques mois plus tard, le 8 mai 2018, Denise Williams a été arrêtée. À première vue, l'affaire semble complexe, mais décomposons-la pour mieux comprendre. Jerry Michael Williams est né le 16 octobre 1969 à Bradfordville, au nord de Tallahassee. Fils d'un chauffeur de bus et d'une institutrice en maternelle, sa famille ne roulait pas sur l'or. Lui et son frère aîné ont grandi dans une caravane, mais malgré cela, leur enfance fut heureuse. Ses parents tenaient à leur avenir, et au lieu de construire une maison, ils ont mis de l'argent de côté pour l'éducation des garçons. Ceux-ci travaillaient à temps partiel dans des supermarchés le soir. Mike s'est inscrit au lycée chrétien de Floride du Nord, où il a excellé. Il est devenu président du conseil des élèves, joueur de football et membre actif du Key Club. À 15 ans, Mike a commencé à chasser le canard pour le plaisir et a rencontré Denise Merrill. Mike, joueur de football et président du conseil, et Denise, pom-pom girl et secrétaire du conseil, ont commencé à sortir ensemble. Leurs amis les trouvaient parfaits ensemble. Au lycée, Mike est devenu le meilleur ami de Brian Winchester, que Denise lui avait présenté. Brian avait une amie, Cathy Thomas, et les deux couples sont restés proches jusqu'à la fin de la vie de Mike. Après le lycée, Mike est allé à l'Université d'État de Floride, où il a étudié les sciences politiques et l'urbanisme. Mike et Denise ont obtenu leur diplôme ensemble. Denise est devenue comptable publique, Mike expert immobilier. Mike s'est révélé un travailleur acharné, travaillant souvent 15 heures par jour. Sa carrière a décollé. En 1994, il a épousé Denise. Cette année-là, Brian s'est aussi marié avec Cathy. Les quatre sont restés en contact étroit. Mike aimait profondément sa femme,
faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille et débordait d'énergie. À 31 ans, il gagnait près de 200 000 $ par an. Le couple a pu s'acheter une maison dans un quartier résidentiel huppé à l'est de la ville. En 1999, ils sont devenus parents heureux d'une fille. Les amis de Mike racontaient qu'il était toujours prudent. Comme il pratiquait des activités risquées, il voulait s'assurer que sa famille serait protégée en cas de malheur. Il s'est tourné vers son meilleur ami Brian, alors agent d'assurance. Brian lui a vendu 2 polices d'assurance, l'une de 250 000 $, l'autre de 500 000. En 2000, le père de Mike est décédé soudainement. Bouleversé, Mike a de nouveau fait appel à Brian pour assurer sa vie à hauteur d'1 million de $. Ainsi, environ 6 mois avant sa disparition, la vie de ce père aimant était assurée pour près de 2 millions de $. D'après Denise, le matin du 16 décembre 2000, Mike s'est levé tôt pour aller chasser le canard sur le lac Seol, un grand réservoir relié à la rivière Apalachicola. Ce jour-là, ils fêtaient leur 6e anniversaire de mariage. Le soir, ils prévoyaient de célébrer à Apalachicola, une petite ville au bord du bayou. Denise et leur fille attendaient Mike à la maison à midi, mais il n'est jamais revenu. Inquiète, Denise a appelé son père qui a contacté Brian. Avec son père, Brian est allé au lac Seol. Ils ont trouvé la voiture de Mike, un Ford Bronco, près du quai, mais pas Mike. Ils ont cherché dans tous les lieux de chasse habituels, sans trouver même le bateau. Ils ont alors appelé la police. Les enquêteurs de l'Agence de conservation de la faune et des pêches de Floride ont lancé les recherches. Quelques heures plus tard, un pilote d'hélicoptère a repéré le bateau à environ 70 mètres du quai. À bord, ils ont trouvé le fusil de chasse de Mike encore dans son étui. Apparemment, il ne l'avait jamais utilisé. La recherche est rapidement devenue une opération de sauvetage. Les habitants pensaient que, avant que les 3 rivières ne soient endiguées pour former ce lac, il y avait un verger. Le lac a donc été nommé « champ de souche » à cause des nombreux troncs d'arbres restants, visibles au-dessus et en dessous de l'eau, ce qui rend la navigation difficile. Les sauveteurs ont supposé que Mike avait heurté une souche avec son bateau, était tombé à l'eau et s'était noyé, ses bottes remplies d'eau l'empêchant de remonter. D'autres équipes, dont une équipe de plongeurs d'Alabama et le bureau du shérif du comté de Jackson, ont aidé aux recherches. Mais malgré une fouille minutieuse, Mike n'a jamais été retrouvé. Une semaine plus tard, une semaine s'était écoulée et l'opération de secours s'était transformée en recherche de corps. Les équipes utilisaient des sondes pour explorer le fond du lac et des chiens avaient été amenés sur place. 10 jours après le début des recherches, des bénévoles trouvèrent un chapeau de chasse à motif camouflage, sans lien direct avec Williams. Les responsables de l'Agence de conservation de la faune et de la flore de Floride émirent l'hypothèse que Mike avait été dévoré par des alligators, ce qui expliquerait l'absence de corps. En effet, plusieurs alligators vivaient dans le lac. Le département de la sécurité publique de Floride ne trouva aucun signe indiquant une mort violente et partagea cette théorie. Après 5 semaines, les recherches furent arrêtées. Le lendemain, Denise organisa une cérémonie commémorative pour Mike. Moins de 2 mois après l'accident présumé, tout laissait penser que Denise avait fait son deuil. Mais la mère de Mike, elle, n'avait pas renoncé. 6 mois plus tard, en juin 2001, un pêcheur découvrit des bottes flottant sur le lac. Des plongeurs explorèrent la zone et récupérèrent une veste de chasse légère ainsi qu'une lampe de poche au fond de l'eau. Dans une des poches de la veste se trouvait un permis de chasse avec le nom et la signature de Williams. Cette découverte souleva de nombreuses questions. Ni la veste ni les bottes ne présentaient de traces de morsures caractéristiques d'une attaque d'alligator. Aucun des objets ne semblait avoir passé 6 mois dans l'eau. Les bottes n'étaient pas couvertes de boue et la lampe fonctionnait encore. Une semaine plus tard, l'avocat de Denise demanda au tribunal de déclarer Mike Williams décédé en se basant sur ces objets. Il suggéra que les alligators et autres animaux aquatiques avaient avalé le corps en entier. La demande fut acceptée. Le certificat de décès indiquait que Mike était mort le 16 décembre 2000, suite à une noyade accidentelle lors d'une chasse au canard sur le lac Seol. Le corps n'avait toujours pas été retrouvé. L'histoire de Mike Williams aurait pu s'arrêter là, sans la détermination de Cheryl Williams, qui refusa d'abandonner et continua à chercher son fils. « Je sais seulement que je ne peux pas arrêter de le chercher tant que je ne l'ai pas retrouvé », disait-elle.
Les efforts de Cheryl mirent à rude épreuve sa relation avec son ancienne belle-sœur. Denise lui demanda d'arrêter ses recherches et d'accepter la réalité. Elle lui dit « Je suis fatiguée de voir des articles sur Mike et sa disparition. Je veux juste tourner la page. Si tu continues à pousser cette enquête, tu ne reverras jamais ta petite fille. » Cheryl ne pouvait pas renoncer, mais Denise mit sa menace à exécution. Sans la persévérance de la mère, l'histoire de son fils serait peut-être restée enfouie au fond d'un lac sombre et couvert d'algues. Il fallut 3 ans à Cheryl pour convaincre les autorités d'ouvrir une enquête sur la disparition de son jeune fils. Elle fit des appels téléphoniques, posa des affiches, écrivit quotidiennement au gouverneur de Floride, rassembla ses notes dans un dossier de preuves, demanda à des personnes de partager l'information sur les réseaux sociaux et contacta des journalistes. Des années plus tard, Cheryl contacta un expert en alligators, Matthew Oresco. Celui-ci expliqua que les alligators ne se nourrissent pas pendant les mois froids de l'hiver, car la température de l'eau baisse. À 14 degrés, un alligator n'est pas intéressé par la nourriture. De plus, après une attaque d'alligator, il reste toujours des preuves médico-légales. 3 ans plus tard, Cheryl réussit à convaincre les autorités d'abandonner la théorie absurde des alligators et de relancer une enquête officielle. Celle-ci fut rouverte en raison de faits peu connus sur les habitudes alimentaires des alligators, d'éléments recueillis lors des entretiens et de quelques données officielles. Ces indices convainquirent les enquêteurs que la mort de Williams n'était pas un accident. « J'ai le pressentiment que Mike n'est pas mort dans le lac Séol, et c'est l'avis général des agences chargées de l'enquête », déclara Ronnie Austin, ancien enquêteur du bureau du procureur du 2e district qui s'était occupé de l'affaire. L'Agence de conservation de la faune de Floride avait initialement pris en charge l'affaire, car Williams était considéré comme un chasseur disparu. Les agents avaient passé 735 heures à fouiller une zone de 4 hectares du lac, à la recherche du corps, mais sans consacrer un instant à chercher des indices de crime. Les adjoints du shérif du comté de Jackson, appelés pour aider aux recherches, n'envisagèrent pas d'autres hypothèses. Les enquêteurs interrogèrent toutes les personnes impliquées dans les recherches. L'officier de police David Arnett, présent sur les lieux ce jour-là, déclara des années plus tard que certains éléments paraissaient immédiatement suspects. Williams ne chassait généralement pas seul. Son camion avait été retrouvé dans une zone non aménagée, d'où il aurait dû traîner son bateau dans la boue au lieu de le mettre à l'eau sur la rampe en béton qu'il utilisait habituellement. La terrible tempête de cette nuit-là aurait dû pousser le bateau vers la rive est, mais il fut retrouvé sur la rive ouest. Le moteur du bateau ne tournait pas, mais le réservoir était plein d'essence. Si Mike avait conduit le bateau et était tombé à l'eau, celui-ci aurait continué à tourner en rond jusqu'à épuisement du carburant. Malheureusement, les autorités commencèrent à douter trop tard qu'il s'agissait d'une simple noyade. La scène de crime avait déjà été piétinée par de nombreux bénévoles et sauveteurs. Une voiture qui aurait pu être une piste fut emportée par la famille sans aucune vérification. Des témoins potentiels furent négligés. Denise Williams et Brian Winchester éveillèrent les soupçons des enquêteurs lorsqu'ils apprirent que Winchester avait divorcé de sa femme Cathy pour épouser Denise. Ils découvrirent aussi les gains financiers inattendus de Denise, qui avait touché près de 2 millions de dollars grâce à la police d'assurance vie de son défunt mari. Les enquêteurs déterminèrent que c'était Winchester qui avait vendu cette police à Mike. Ils trouvèrent également étrange que Denise, en tant qu'épouse de Mike, ne souhaitait pas s'impliquer dans l'enquête et tentait de freiner les actions de Cheryl, allant jusqu'à lui interdire de communiquer avec sa petite-fille. Le couple nouvellement marié fut convoqué pour être interrogé, mais cela n'apporta rien de nouveau à l'enquête. Brian fournit un alibi pour le matin de la disparition de Mike. Il se trouvait à une 60aine de kilomètres du lac, chez lui, au lit, ce que son ex-femme Cathy confirma. Il affirma avoir prévu d'aller chasser avec son beau-père ce matin-là, mais s'être réveillé trop tard. L'interrogatoire de Denise n'apporta pas non plus de pistes nouvelles. En 2008, le département de la sécurité publique de Floride annonça que la disparition de Mike n'était pas un accident et qu'il pensait qu'il avait été victime d'un crime. Cependant, faute de preuves suffisantes, il ne pouvait pas engager de poursuite. « Nous avons des soupçons, mais il nous faut des preuves. » Une autre enquête échoua à élucider le sort de Mike, mais Cheryl ne renonça pas. Ses efforts attirèrent l'attention d'une chaîne de télévision qui fit un reportage sur la disparition de Mike et les enquêtes qui suivirent, à la fin de 2011. À ce moment-là,
Cheryl était devenue désabusée envers le département de la sécurité publique de Floride, qu'elle jugeait soit incompétent, soit peu motivé à résoudre l'affaire. À partir de 2012, elle écrivit une lettre par jour au gouverneur Rick Scott, lui demandant soit de confier l'enquête à une autre agence, soit de nommer un procureur spécial. Elle envoya 2600 lettres au gouverneur en 9 ans. En 2012, Denise surprit Brian en train de la tromper, et ils se séparèrent. L'année suivante, Denise demanda le divorce. Quelques années plus tard, une expertise de l'ancienne maison familiale devait avoir lieu, après quoi même les questions de propriété ne les liraient plus. Cet événement marqua un tournant dans l'affaire de Mike. Brian ne souhaitait pas. Quelques années plus tard, une expertise immobilière devait avoir lieu sur l'ancienne maison familiale, après quoi même les questions liées aux biens ne les liraient plus. Cet événement marqua un tournant dans l'affaire de Mike. Brian ne voulait pas divorcer, Denise ne souhaitait pas poursuivre leur relation. Ils se disputaient constamment, et l'enquête Williams se moquait d'eux. Brian appelait Denise, mais elle ne répondait plus à ses appels. Il ne supportait plus ce stress. Le 5 août 2016, jour où devait se tenir l'expertise immobilière ordonnée par le tribunal, Denise quitta son domicile pour se rendre à son travail à l'Université d'État de Floride. Pendant qu'elle parlait au téléphone avec sa sœur, elle vit quelqu'un grimper par-dessus le siège arrière de sa voiture. C'était Brian Winchester. Il pressa un pistolet chargé contre ses côtes et lui ordonna de continuer à conduire. Il expliqua qu'il devait agir ainsi parce qu'elle ne répondait plus à ses appels. Denise tenta de calmer Brian, approuva tout ce qu'il disait et lui promit de lui donner une chance pour sauver leur mariage. Brian y crut. Elle lui assura qu'elle ne porterait pas plainte auprès de la police pour ce qu'il venait de faire. Brian sortit alors de la voiture, emportant avec lui une bâche en plastique marron, un pulvérisateur de javel et des outils. Il devint évident que Denise avait miraculeusement échappé à la mort. Elle appela les services d'urgence. Brian fut rapidement arrêté et accusé d'enlèvement, un crime de premier degré en Floride, passible de la réclusion à perpétuité. Il fut également poursuivi pour violence domestique et effraction armée. Le tribunal décida de le maintenir en détention sans possibilité de libération sous caution. Une proche espérait que cette avancée permettrait de résoudre l'affaire de la disparition de son fils. Elle déclara qu'il ne laisserait pas Denise se promener seule avec tout cet argent. Elle priait pour qu'il révèle enfin la vérité. Brian finit par parler, négociant un accord très favorable avec le procureur, ce qui lui permit d'éviter la peine maximale. « Au début, je pense que tout allait bien, mais je n'étais pas un bon mari », commença-t-il. Un jour, il trouva un mot dans le sac de sa première épouse, Cathy, et comprit qu'elle le trompait. Il voulut se venger. Brian et Denise fréquentaient souvent des bars et des concerts ensemble. Brian connaissait Denise depuis le lycée. Il n'avait jamais été attiré par elle, mais après la trahison de Cathy, il commença à voir les femmes autrement. Leur liaison débuta en octobre 1997, lors d'un concert où ils eurent une relation intime sous l'emprise de l'alcool. Cela évolua rapidement en rendez-vous secrets fréquents. Ils commencèrent à se retrouver dans des hôtels pendant les heures de travail, dès qu'ils en avaient l'occasion. Brian raconta qu'il ne voulait pas divorcer, tandis que Denise affirmait qu'elle ne divorcerait jamais de son mari. L'opinion publique comptait beaucoup pour elle, et elle ne voulait pas partager la garde de sa fille. Avec le temps, leur liaison devint plus qu'une simple aventure. Ils se considéraient comme un couple, échangeant cadeaux et lettres d'amour. Ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. Ils ne pouvaient pas être séparés, et le divorce était inenvisageable pour Denise, qui ne voulait pas ternir son image pieuse. À cette période, Mike faillit mourir dans un accident de chasse. Brian le sauva, et Denise vit soudain une issue à leur situation. Après l'accord avec le procureur, Brian révéla que l'année 2000 les poussa à commencer à parler de la mort de Mike et Cathy. Denise voulait que toute la responsabilité retombe sur lui, pas sur elle. Elle souhaitait un scénario où il ne s'agirait pas d'un meurtre, mais d'un accident. Elle voulait que la mort soit laissée à la volonté divine, afin d'y trouver une forme de paix. Après avoir envisagé plusieurs options, Brian et Denise décidèrent de faire passer la mort pour un accident de bateau. Ils planifièrent le meurtre pour maximiser le versement de l'assurance vie de Mike. Ils comprirent que Mike devait mourir avant l'expiration d'une des 3 polices d'assurance prévues pour la fin décembre 2000. Le plan fut mis en place. Brian appela un ami pour aller chasser, prétextant avoir trouvé un bon endroit sur les rives du lac Simol.
Mike pensait y aller avec Brian et revenir à midi pour fêter son anniversaire avec sa femme. Brian lui avait dit qu'ils allaient dans un endroit spécial et qu'il devait absolument prendre ses bottes d'attente. Il voulait s'assurer qu'il les emporte, car on croyait que tomber à l'eau avec ses bottes entraînait une noyade rapide. Le plan était de faire passer la mort pour une noyade accidentelle. Une fois dans l'eau, Brian poussa Mike hors du bateau. Mais au lieu de couler, Mike s'agrippa aux souches et commença à progresser vers la rive. Brian paniqua. Il ne savait pas quoi faire. Mike criait à l'aide. Brian, pris de panique, tira sur lui à la tête avec son fusil de chasse. Sans réfléchir, il tenta de dissimuler ce qui s'était passé. Le temps pressait. Brian aurait dû être rentré chez lui et se préparer pour une chasse avec son beau-père. Personne ne savait qu'il était au lac avec Mike. Il décida de rentrer chez lui et de faire croire qu'il avait simplement trop dormi. Il entra discrètement dans la maison où Cathy dormait encore. Son téléphone était par terre. Il alla se coucher et appela son beau-père pour s'excuser. Brian fit tout pour se construire un alibi, puis il dissimula le corps. Denise ignorait que Brian avait tiré sur Mike et l'avait enterré. Brian tenta de lui en parler, mais elle ne voulait pas entendre. Pour elle, il suffisait que son mari soit parti. Elle préférait croire que c'était la volonté divine qui avait empêché Mike de nager et l'avait laissé se noyer. Selon Brian, ils se firent la promesse de ne jamais rien révéler. Ils justifièrent ce qui était arrivé en disant que la raison principale du meurtre était leur impossibilité à vivre ensemble. L'argent n'était qu'un avantage supplémentaire, déclara Brian lors du procès. Les enquêteurs découvrirent que c'était Brian qui avait planté un chapeau, des bottes, une lampe de poche et une licence sur les lieux. Il voulait d'abord empêcher les recherches au lac, puis avoir des preuves pour déclarer Mike mort, afin que Denise puisse toucher l'assurance. Comme une procédure de reconnaissance prend généralement environ 5 ans, les complices réussirent à conclure l'affaire en seulement 7 mois, en incluant la sécurité sociale et d'autres prestations. Denise reçut près de 2 millions de dollars. Le 8 mai 2018, Denise Williams fut inculpée de meurtre au premier degré, de complicité de meurtre et de complicité de crime, des charges passibles de la réclusion à perpétuité. Elle plaida non coupable à toutes les accusations. En février 2019, elle fut condamnée à la prison à vie. 5 mois plus tard, Ansley, la fille de Mike et Denise, hérita de tous les biens et de l'argent d'assurance de son défunt père. En janvier 2020, Denise fit appel de sa condamnation et de sa peine. Son avocat soutint devant la première cour d'appel de Floride qu'il n'y avait aucune preuve de son implication dans le meurtre. En novembre 2020, la condamnation pour meurtre fut annulée, mais la peine de 30 ans pour complicité de meurtre fut maintenue. Denise est actuellement détenue au centre de réception pour femmes de Floride. Elle aura 78 ans à sa sortie. Brian Winchester fut transféré à l'Institut correctionnel de Madison en Floride pour purger le reste de sa peine. Sa date de libération est fixée au 30 juillet 2036, il aura alors 67 ans. Ansley, la fille de Mike et Denise, affirme que sa mère est innocente et rejette la responsabilité sur Brian Winchester. Elle refuse de s'exprimer publiquement sur l'affaire et sa vie privée. Selon Cheryl et Nick, l'oncle d'Ansley, ils n'ont pas réussi à reprendre contact avec elle. Cheryl regrette profondément d'avoir perdu non seulement son fils, mais aussi sa petite-fille. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du Crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.